cité policière de la compagnie républicaine de sécurité et la cité des étudiants de Williamsville libérés hier de leurs occupants illégaux. L'Organisation nationale de l'enfant, ONEF, reçoit 34 millions de francs CFA, un financement en vue de la protection des enfants victimes de la crise post-électorale. Au Mali, le doute plane sur la tenue effective de l'élection présidentielle du 28 juillet. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. On peut le dire, retour à la normale à la cité policière de la compagnie républicaine de sécurité et la cité universitaire de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Les ex-combattants qui squattaient ces sites depuis la crise post-électorale ont décidé de rétrocéder ces bâtiments aux autorités. Cérémonie officielle hier au stade de la cité universitaire de Williamsville, Franck Quadio. De Williamsville, de nombreux ex-combattants démobilisés y vivent depuis la fin de la crise post-électorale. Ici, je vis avec ma femme, mes deux enfants. Oui, bon, là où j'étais, ça a été saccagé. Donc, je n'ai pas eu les moyens pour pouvoir me prendre au moins une entrée couchée. Ils sont au total 314 ex-combattants, certains occupant aussi la compagnie républicaine de sécurité CRS-1 de Williamsville. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR est mandatée par l'État pour leur réinsertion. Et pour céder les locaux, une contrepartie, un carnet d'épargne avec un fonds initial de 800 000 francs CFA. Et pour ceux qui aimeraient poursuivre le métier des armes, des propositions. Les autres sont en instance d'intégration dans les corps paramilitaires. Il est à noter que la DDR a demandé à ceux qui ont choisi les corps de métier à ouvrir un compte en banque. Elle a également recruté des structures spécialisées pour les encadrer et les former. Plus de 2000 ex-combattants dans le district d'Abidjan, certains occupent encore des édifices publics. Alors, les étudiants retrouveront bientôt leurs locaux et une autre bonne nouvelle pour leur faciliter les études. L'UFR des sciences juridiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody vient d'être doté d'un portail d'information qui facilitera l'accès à la documentation. Ami Koulibaly Kanga. Un portail d'information juridique vient d'être mis à la disposition de l'UFR des sciences juridiques administratives et politiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Objectif, centraliser les informations relatives au journal de la République de Côte d'Ivoire de 1959 à 2012. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA et ses actes uniformes sont aussi contenus dans ce logiciel. À l'instar des autres universités publiques de Côte d'Ivoire, notre établissement est engagé dans la mise en œuvre de la réforme licence, master, doctorat. Cette réforme qui est fondée sur un impératif de qualité et de pertinence des formations et de la recherche à des exigences, dont l'accès à l'information scientifique et à la documentation. En vue de relever ce grand défi, l'équipe de direction a donc fait appel à une société spécialisée dans l'édition et la gestion de l'information. L'innovation, c'est qu'il sera intégré un moteur de recherche à ce portail. Ce portail d'information va aussi faciliter la mise en œuvre de la réforme LMD. Les autres UFR seront bientôt dotés d'outils modernes pour relever les défis de la pratique de la licence master doctorat à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Encore une bonne nouvelle, l'Organisation nationale de l'enfant ONEF reçoit 34 millions de francs CFA. Ce financement remis par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'UNICEF est effectué au profit d'un projet destiné à la protection des enfants victimes de la crise post-électorale. On reste avec Ami Koulibaly Kanga. La population de la commune de Yopougon garde des séquelles de la crise post-électorale, un événement qui a fortement affecté les enfants et les femmes. 95 enfants victimes de violences à Yopougon ont été enregistrés après la crise avec 15 cas de viol et 11 cas d'agression physique. En 2011, on était à Yopougon. Mon fils avait 2 ans. Maintenant, en tout cas, il était traumatisé. Donc, il avait peur. Quand dans la nuit, il crie. Il dit, maman, ils arrivent. Maman, ils sont en train de tirer.
On dit tout le monde a qu'à aller à Bobo. Je me suis réveillée, j'ai commencé à courir. Mes parents étaient sortis. J'ai commencé à courir, moi et mes amis. Nous avons pris la route. Ils ont commencé à tirer. Il y avait des enfants blessés au niveau du bras et du pied. La prise en charge et la protection des enfants victimes de la crise sont une priorité pour l'Organisation nationale de l'enfant, la femme et la famille, ONEF. L'ONEF vient d'obtenir 34 millions de francs CFA de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et de l'UNICEF. Ce fonds va permettre de financer le projet de l'ONEF qui vise la promotion, la protection, la défense et le respect des droits de l'enfant. Une personne âgée de 55 ans a violé 3 enfants d'une famille. La plus petite avait 2 ans, la seconde a 4 ans et la troisième avait 6 ans. Et c'est à cause de ce viol, l'urètre de la plus grande est sortie. Nous avons été obligés de payer entre 500 et 600 000 francs pour l'opérer. En Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de progrès, mais la situation relative aux droits des femmes et des enfants reste fragile. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, car la longue crise qu'a traversée votre pays a durement et durablement affecté les populations, les femmes et les enfants en première ligne. 300 enfants victimes de Yopougon seront pris en charge grâce à ce financement qui va aussi permettre la création de comités communautaires de surveillance, de détection des victimes des violences. Les motocyclistes ont aussi la main sur le cœur. Réunis au sein d'une mutuelle, ils ont décidé de donner un peu de leur sang. L'opération de collecte s'est déroulée à Yopougon, en Dokwa. Hamza Diaby. Des motos immobilisées. Les propriétaires sont occupés à sauver des vies. Ce vendredi matin, le terrain du château de Yopougon en Dokwa s'est transformé en centre provisoire de collecte de sang. L'initiative est de la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire qui a compris que tous les jours sur ces 2 roues, le risque d'accident est réel. Lorsqu'on voit un motocycle à terre, on voit le sol est mouillé. C'est le sang, ce n'est pas de l'eau. Donc aussi, ça nous interpelle encore de donner davantage même de sang pour nous-mêmes encore qui sommes motocyclistes. Le coup de pouce des motocyclistes a suscité de l'engouement. La population d'Ondokwa a également pris part à l'opération. Le 25 décembre, j'ai fait un accident. J'ai été opéré de la colonne vertébrale et avant l'opération, le médecin m'a demandé à ce qu'on me donne du sang. Et comme déjà j'avais donné le sang, bon, ça a été facile. Pour les volontaires qui auraient des appréhensions, l'équipe du Centre national de transfusion sanguine rassure. Il y a des personnes, depuis l'enfance même, ils ont peur même de l'aiguille, des seringues. Donc il faut qu'on les explique un peu, que ça ne fait pas mal, que de ne pas nous regarder, de regarder ailleurs, d'ignorer quoi. En Côte d'Ivoire, il existe seulement 8000 donneurs de sang, dont 75% sont réguliers. Et pourtant, les accidents de la route ont grimpé à plus de 49% au début de cette année, avec plus de 28% de personnes tuées et 45% de personnes blessées. Des accidentés qui ont besoin souvent d'un don de sang. Une autre action en faveur de la santé des populations. Cette fois, on se rend à Tekoubé, où la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite a organisé une campagne de dépistage du diabète, ce tueur silencieux qui fait de nombreuses victimes. C'est ce que nous rapporte Ami Koulibaly Kanga. Plus de 300 millions de personnes en souffrent du diabète dans le monde, selon l'OMS, avec plus de 4 millions de décès par an. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de diabète sont détectés chaque année. Et les mauvaises habitudes alimentaires n'arrangent pas les choses. Pour freiner l'avancée de la maladie, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite a donc organisé une campagne de dépistage dans la commune d'Atekoubé. Compte tenu de la proportion de cette maladie et compte tenu des effets néfastes et du traitement onéreux donc de la maladie du diabète, d'où le choix de la commune d'Atekoubé qui nous pensons est l'un des maillons essentiels en termes de concentration de la population, mais aussi en termes d'ignorance. Si il venait à l'esprit de chacun d'entre nous de dépister systématiquement, je pense que beaucoup d'entre nous ne seraient pas victimes des méfaits du diabète. Aussi, il y a des ONG qui s'approchent à nous, les personnes comme troisième âge,
on va savoir se contrôler et on va ajouter quelques années sur notre vie sur cette terre. Les aliments trop sucrés sont responsables du diabète et changer d'habitude alimentaire en mangeant moins sucré et beaucoup de fruits et de légumes réduirait considérablement les risques liés à la maladie. La campagne de dépistage est appuyée par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. L'amicale de l'Institut national d'hygiène publique s'inspire du modèle de réussite du village de Yakoli-Dabouo. L'amicale qui veut créer un fonds de solidarité a sollicité les services d'IVEO, le projet qui a conduit au développement de la localité. Première étape, une conférence sur la conception et la gestion du budget familial. Hamza Diaby. Les agents de l'Institut national d'hygiène publique à la recherche de stratégies pour contribuer à leur promotion sociale et culturelle. Créer et gérer un fonds de solidarité, c'est une ambition affichée par l'amicale qui fait appel à la structure IVEO, Yakoli Village, école ouverte, pour son expertise dans le domaine. En plus de ce que fait l'État de Côte d'Ivoire en réalisant des infrastructures importantes, la construction de routes, les hôpitaux, la rénovation des universités, c'est le devoir de chaque citoyen, je dirais de chaque cadre, de chaque travailleur, de venir en complément de ce que fait l'État de Côte d'Ivoire en essayant de mettre de l'ordre dans ses revenus, en essayant surtout d'opter pour une gestion concertée. Des conseils pour l'amicale des agents de l'INHP, une jeune structure qui a des ambitions et qui se donne les moyens de les réaliser. Au Sénégal, fin de séjour pour Barack Obama qui entame aujourd'hui une visite officielle en Afrique du Sud. Mais avant son départ, cette visite du président américain à la maison des esclaves de l'île de Gorée, un recueillement fait en toute discrétion. Gorée, c'est une étape obligée pour tout président en visite au Sénégal. Barack Obama n'a pas dérogé à la règle, mais pour le président américain, cette visite avait plutôt des allures de pèlerinage. C'est en compagnie de sa femme et de ses filles qu'il s'est rendu sur cette île, au lieu de mémoire de la traite négrière à destination des États-Unis. Le président Obama est allé à la maison des esclaves, il s'est avancé seul, puis en famille vers la porte du non-retour. Il n'a pas prononcé de grands discours, mais il a fait part de son émotion. Évidemment, pour un Africain-Américain, un président africain-américain, avoir la possibilité de visiter ce site, je pense, me donne plus de motivation pour défendre les droits de l'homme à travers le monde. Nul doute que cette visite de Barack Obama à Gorée fut l'un des moments forts de son séjour au Sénégal. Le président américain a quitté Dakar ce matin, destination l'Afrique du Sud. Il séjournera à l'hôtel Radisson à Johannesburg où d'importantes mesures de sécurité ont été prises. Ira-t-il au chevet de Nelson Mandela à l'hôpital de Pretoria? Si la famille le souhaite, a déclaré Barack Obama, interrogé sur cette question au Sénégal. Il devrait aller visiter la prison de Robben Island où Mandela a passé ses années de détention, un lieu qu'il a découvert en 2006. Il n'était alors que sénateur. Le président américain Barack Obama qui commence donc aujourd'hui une visite qualifiée d'historique en Afrique du Sud. Un séjour plombé par l'évolution de l'état de santé de Nelson Mandela. Un état de santé sous haut contrôle. L'ex-chef d'État sud-africain a maintenu en vie artificiellement depuis mercredi. L'Afrique du Sud, toujours dans l'attente. Nelson Mandela est hospitalisé depuis 21 jours, à quelques semaines de ses 95 ans. L'état de santé de Madiba s'est amélioré, même si cliniquement il ne va toujours pas bien, a déclaré son ex-femme Winnie Madikizela Mandela face à la presse ce vendredi à Soweto. Hospitalisé pour une infection pulmonaire récidivante, Nelson Mandela est sous assistance respiratoire depuis 2 jours. Dehors, non loin de l'hôpital, les Sud-Africains sont inquiets. Ils défilent, chacun déposant un présent, un petit mot, avec ce vœu cher, le rétablissement de Madiba, ou pour qui il est une fin paisible et parfaite. En clair, l'état de santé du père de la nation arc-en-ciel ne laisse personne indifférent. Qu'il se rétablisse ou que son décès soit annoncé, on retiendra que Nelson Mandela restera inoubliable dans les esprits en Afrique du Sud, son pays natal, et partout dans le monde. Le président Barack Obama, qui est en Afrique du Sud, a qualifié Nelson Mandela d'héros pour le monde. Dès l'annonce de son hospitalisation, qui dure maintenant 3 semaines,
C'est une armée de journalistes et de photographes venus de tous les pays du monde entier qui attendent d'annoncer la bonne ou mauvaise nouvelle. Et on termine au Mali où le doute plane sur le scrutin présidentiel prévu le 28 juillet. Pas sûr que les délais soient tenus. Le retard pris dans la production des cartes d'électeurs et la situation à Kidal pointée du doigt par le président de la Commission électorale nationale indépendante malienne. Mamadou Diamountani a émis des doutes sur la possibilité de tenir le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet prochain au Mali. Pour le président de la Commission électorale nationale, la fabrication des cartes d'électeurs a pris du retard et leur distribution à 6,8 millions d'électeurs est un véritable défi, d'autant que plus de 500 000 personnes sont déplacées. Enfin, l'armée malienne n'est toujours pas déployée à Kidal, fief des Touaregs du MNLA. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2. Nos programmes se poursuivent.